Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au Nigeria sous la domination britannique qui exprime un modèle d'organisation et de traitement des autochtones. Le Royaume-Uni voulant faire du Nigeria une colonie exemplaire en y expérimentant des concepts nouveaux. Mais l'application de l'indirect rel ne se passe pas sans problème. Vous voulez en savoir plus sur la colonie du Nigeria? Venez avec moi. Frédéric Lugard avait une fois de plus toutes les raisons de se réjouir lorsqu'il reçut, en 1905, sa lettre de promotion au grade de colonel. Il ne manquait certes pas de titre, ni de distinction, et ses années passées au service de la couronne l'avaient vu prendre beaucoup de galons. À moins de 50 ans, il avait déjà servi comme officier aux Indes, en Égypte, en Afrique orientale, et avait également été explorateur. Mais les responsabilités qu'il occupait depuis quelques années au Nigeria l'emplissaient d'une fierté particulière. Car ce pays, situé dans la partie occidentale du continent noir, comptait parmi les endroits réputés les plus dangereux de la planète. Les colons britanniques y étaient arrivés au milieu du 19e siècle et 50 ans plus tard, l'état-major militaire prétendait avoir pris le contrôle de la majeure partie des territoires situés entre la côte et la ville de Sokoto, loin de l'intérieur des terres. C'était certainement très exagéré, mais il fallait marquer des points dans la course aux colonies qui opposaient Paris et Londres. Il s'était avéré que d'un point de vue politique, le Nigeria était nettement plus difficile à soumettre que la plupart des autres territoires de l'Empire britannique. On y recensait plusieurs centaines de factions tribales différentes, ce qui en faisait une région quasi impossible à administrer pour l'occupant. Par mesure de précaution, la surveillance de ces territoires avait d'abord été confiée à une compagnie commerciale, la Compagnie royale du Niger. Frédéric Lugard inventa au Nigeria une nouvelle forme d'administration coloniale, dite indirect rel. Il fut anobli par le roi George V en 1928. Au vu de cette situation difficile, le gouvernement britannique eut l'idée de créer deux grandes zones administratives qui deviennent en 1900 les protectorats du Nord et du Sud. Quand il fallut désigner la personnalité qui assumerait la charge particulièrement délicate de diriger le Nord, le choix se porte immédiatement sur Frédéric Lugard, habile expert en questions africaines et homme de toutes les situations. Lugard devient donc haut commissaire et mit en œuvre une politique clairement définie qui allait faire florès et servir d'exemple à travers tout l'empire colonial britannique. Sa tâche consistait en effet à gouverner en conciliant les intérêts de plus de 400 tribus, sachant aussi que l'islam était prédominant dans les territoires du Nord, tandis que ceux du Sud étaient en majorité christianisés. Il fallait enfin lutter contre les excès du commerce des esclaves le long des côtes. Frédéric Lugard savait que le maigre personnel mis à sa disposition ne lui permettrait jamais d'exercer un contrôle absolu sur le Nigeria. Il fallait donc trouver une autre voie. C'est ainsi qu'il invente la formule de l'indirect rel, ou administration indirecte, qui sert de ligne directrice à la politique britannique au Nigeria jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cette formule de l'indirect rel repose sur une idée fort simple. Quand une puissance coloniale ne dispose pas d'assez d'hommes pour maîtriser un pays, elle n'a d'autre choix que d'associer au pouvoir les populations locales. Le concept fut exposé plus en détail dans de nombreux ouvrages et articles que Lugard rédige par la suite. Il explique au reste du monde que le Royaume-Uni s'était trouvé investi d'une mission historique consistant à préserver le bien-être des hommes soumis à ses bons soins. À l'en croire, la civilisation primitive des peuples indigènes ne leur permettait pas de prendre leur destin en main. Et il incombait donc aux puissances coloniales de les guider vers un avenir radieux. Ces conceptions valurent à Frédéric Lugard de vives critiques, jusque dans son propre camp. L'un de ses adversaires lui reproche notamment de s'exprimer non comme un haut commissaire de la couronne britannique, mais comme un envoyé du ciel. Mais il en aurait fallu plus pour désarçonner l'imperturbable Lugard, qui rétorque à ses contradicteurs qu'il était du devoir de la race anglaise de coloniser, faire du commerce et régner. Le haut-commissaire constate la différence entre les territoires septentrionaux placés sous sa juridiction et ceux du Sud. Le Nord musulman était à ses yeux nettement plus civilisé que le Sud chrétien. Il est vrai aussi qu'il connaissait beaucoup mieux. Frédéric Lugard fut assisté dans sa mission par sa femme. Il avait épousé en 1902 la brillante journaliste Flora Shaw, spécialiste des questions coloniales au Times et célèbre de l'histoire du Nigeria pour en avoir inventé le nom.
C'est en effet dans un article paru en 1897 qu'elle avait suggéré de rebaptiser ce que l'on appelait alors les territoires de la Compagnie royale du Niger. Jusqu'en 1906, Lugar se consacre avec passion à la mise en œuvre de son concept d'administration indirecte. Il avait conçu un plan en 2 étapes. Il s'agissait dans un premier temps de bien montrer aux tribus indigènes qui était le nouveau maître en Afrique de l'Ouest, objectif pour lequel le recours à la force armée était évidemment pas exclu. Le haut-commissaire lance donc une offensive militaire contre le sultanat de Sokoto. En 1903, le dernier calife indépendant dut capituler devant la supériorité militaire des Britanniques. Dans d'autres parties du Nigeria, la résistance continua de faire rage et les années suivantes virent se multiplier les foyers de rébellion. C'est ainsi qu'en 1906, un soulèvement mahdiste se déclenche dans le village de Satirou. Situé dans le sud-est, les Aros se montraient tout aussi rétifs à la compagnie de pacification du haut-commissaire. Ces revers militaires ne firent pas dévier Lugar de la voie qu'il s'était tracée. Le Nigeria devra devenir la vitrine du colonialisme britannique. Après la phase militaire, le haut-commissaire entame la 2e phase de son plan d'action destiné à établir la mainmise du Royaume-Uni sur l'Afrique de l'Ouest. L'élément central de ce plan était l'autonomie limitée accordée aux chefs tribaux. Lugar fit de nécessité vertu. Jamais les Britanniques n'auraient pu régner sans partage sur un territoire aussi immense et complexe que le Nigeria. En déléguant ne fût-ce qu'une partie de leur autorité aux Nigérians, ils se conciliaient les populations indigènes. Les Noirs devaient conserver une liberté d'action au niveau local pour ne pas avoir l'impression d'être sujets, mais au contraire se percevoir comme partenaires des Blancs. Le système donnait aussi aux colons le sentiment d'être dégagés d'une partie de leurs responsabilités. Cependant, l'administration indirecte devait se révéler une source de conflits à long terme. Elle favorisait en effet la consolidation du groupe Fulani ou Ouassa au pouvoir, et un grand nombre de Noirs se sentaient trahis par leurs chefs blancs et potentats, accusés de faire désormais cause commune avec les envahisseurs blancs. Quelle que fût l'autonomie concédée aux Nigérians, Lugar avait bien sûr veillé à ce que les Britanniques eussent toujours le dernier mot. Les administrateurs coloniaux s'ingéraient volontiers dans la politique locale, chaque fois que la préservation des intérêts britanniques paraissait l'exiger. Lugar lui-même demanda instantanément aux émirs musulmans du protectorat du Nord, leaders investis d'une autorité spirituelle, de séparer strictement leurs finances privées et celles de l'État. Il réduit aussi considérablement le rayon d'action des missions chrétiennes dont la volonté d'évangéliser le Nord, à dominante musulmane, s'accordait fort mal avec les préoccupations sécuritaires du haut-commissaire. Rien n'eût été plus désastreux en effet qu'un conflit religieux dans cette phase de consolidation. Certains domaines de l'action publique, comme la santé, la politique agricole ou les transports, restaient le seul ressort de l'administration coloniale et les chefs tribaux n'avaient pas leur mot à dire. Durant son mandat, le haut-commissaire du Nord, Frédéric Lugar, déclare la guerre au commerce des esclaves, encore très répandu à l'époque le long de la côte atlantique. Il ne s'agissait plus de la traite du bois d'ébène vers les Amériques ou l'Europe, qui avait pris fin depuis longtemps, mais de l'esclavage traditionnel des sociétés africaines. Une série de lois furent promulguées afin de mettre fin aux lucratives affaires des maîtres de la côte des esclaves. Toutefois, même un anti-esclavagiste aussi convaincu que Lugar ne peut complètement abolir cette pratique au Nigeria. Les enfants nés esclaves après le 1er avril 1900 furent certes automatiquement affranchis, mais le sort de tous les autres reste inchangé, de sorte que l'on compte bientôt plusieurs centaines de milliers d'esclaves qui se sentent floués par les Britanniques et s'enfuient de chez leurs maîtres. En 1906, les Britanniques entreprirent une nouvelle réforme administrative en intégrant au protectorat du Sud la colonie autonome de Lagos. La même année, voit le colonel Lugar quitter le continent noir pour devenir gouverneur de Hong Kong. 6 ans plus tard, il rentre en Afrique juste à temps pour inaugurer une nouvelle réforme majeure de l'histoire du Nigeria. Le gouvernement colonial britannique misait en effet désormais sur l'unité. Il s'agissait de mettre fin à la division du pays en 2 protectorats et d'y incorporer le royaume du Bénin afin de créer des structures de pouvoir plus transparents.
L'unification fut officiellement accomplie en 1914. Le Nigeria dès lors est de loin le plus vaste territoire d'un seul tenant sous souveraineté britannique sur le continent africain, et l'infatigable Lugar reçut sa récompense pour bons et loyaux services. Il gravit un nouvel échelon de sa carrière en étant nommé gouverneur général du Nigeria unifié. La fusion des deux protectorats ne fait pourtant pas l'unanimité parmi les principales populations concernées. Les habitants du Sud en particulier se seraient bien passés de l'ajout de territoires plus pauvres du Nord. Certains prophétisaient déjà un avenir bien sombre, tandis que d'autres, plus pragmatiques, préféraient se réjouir de nombreux progrès techniques et économiques. C'est ainsi que la ville de Joyce, au cœur des terres, devint un bastion de l'extraction du minerai d'étain, la construction d'une ligne de chemin de fer permettant de transporter rapidement ces précieux métaux, témoignant des progrès des infrastructures. Comme on l'a vu, la colonie et protectorat du Nigeria couvre un territoire de l'actuel Nigeria de 1914 à 1960. Elle est issue de la fusion des protectorats du Nigeria du Sud et du Nigeria du Nord. Le Nigeria accède à l'indépendance le 1er octobre 1960. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.